Merci. Donc, merci pour cette introduction. Merci aux organisateurs pour m'avoir permis d'être là, m'avoir invité. C'était très gentil. Je suis ravi d'être là parce qu'au moins ça me permet de retrouver des connaissances et en plus de rencontrer d'autres personnes. Et c'est un élément clé en sciences et en médecine. Donc aujourd'hui, je vais avoir la lourde tâche de vous introduire à ce qu'on appelle l'épitranscriptome. Donc c'est quelque chose qui est un peu nouveau et à la fois très très vieux. On a vu pas mal de modifications chimiques au niveau de l'ADN et au niveau des protéines, au niveau des histones ce matin. Là, on va parler au niveau de l'ARN. Donc moi je suis directeur de recherche INSERM à l'Institut de génomique fonctionnelle à Montpellier et j'ai également un rôle, je co-dirige une partie de la plateforme clinique au CHU de Montpellier, toute la plateforme dédiée aux biomarqueurs. Donc je m'occupe de la partie ARN et je vais vous présenter un petit peu, donc je vais essayer de vous introduire donc, la thématique et après je vais vous présenter quelques résultats qu'on a eus qui montrent qu'il y a un potentiel intéressant, pas qu'en cancer, pour également d'autres maladies. Donc je vais commencer par le commencement. Donc ça, vous le connaissez à peu près tous, ça a été un peu montré ce matin. Donc vous savez tous que finalement, au niveau du contrôle de l'expression génique, il y a deux gros blocs. Il y a le contrôle transcriptionnel et tout ce qui est contrôle post-transcriptionnel. Le contrôle post-transcriptionnel, souvent, est assez peu considéré alors qu'il représente de 40 à 50% du contrôle de l'expression génique, donc c'est pas négligeable. La transcription, c'est ce qui va vraiment établir finalement le programme cellulaire de base et donner l'identité à la cellule. D'accord ? Tout ce qui vient après, donc ça a différents rôles, mais ça a surtout un rôle qui m'intéresse tout particulièrement, qui est un rôle en cas de danger immédiat. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un peu de matrice. C'est-à-dire que si la cellule est confrontée à un environnement dangereux dans l'immédiat, où il faut une réaction de l'ordre de la minute, la transcription, le remodelage de la transcription de manière plus générale n'est pas apte à pouvoir, on va dire, reprogrammer la cellule pour pouvoir y répondre et survivre. D'accord ? Et en fait, ça, c'est le rôle, justement, de tout ce qui vient après, du contrôle post-transcriptionnel. C'est ce qui va permettre à la cellule de s'adapter en temps réel. Voilà. Donc il y a différentes étapes dans le contrôle post-transcriptionnel et vous connaissez donc après que l'ARN était synthétisé, vous connaissez le contrôle traductionnel, donc l'impact des ribosomes sur la production de protéines. Au niveau de l'épigénétique, on en a beaucoup parlé ce matin, donc c'est un phénomène qui est donc réversible. Et ce que vous savez probablement moins, c'est qu'on a le même type de réaction au niveau de l'ARN. C'est-à-dire que l'ARN peut être décoré par des modifications chimiques. Okay. Donc ça, ce n'est pas nouveau en soi, ça a été découvert dans les années 70. À l'époque, il y avait d'excellents biochimistes, donc ils étaient capables de mettre en évidence toutes ces modifications. Ce qu'ils étaient moins capables de faire, parce qu'ils n'avaient pas les outils à l'époque, c'est de découvrir leurs fonctions. Donc maintenant, avec le séquençage au débit et également le développement des techniques de spectrométrie de masse, que je vais vous présenter également, là, on a les outils pour pouvoir aller plus loin et essayer de comprendre à quoi ça sert. Donc ce qui est très important, c'est cette double flèche. C'est ce qui a tout changé. Ça a été découvert il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. On s'est rendu compte qu'il y avait deux types d'enzymes. Des enzymes qu'on appelle les writers, qui vont rajouter des modifications, mais également des erasers. Et ça a été la nouveauté, c'est-à-dire qu'on pouvait les enlever. Et là, il y avait une dynamique qui s'établissait, ça voulait dire que c'était quelque chose qui pouvait être modifié en temps réel. Et donc ça a fait la différence. Et après, on a commencé un petit peu à essayer de comprendre où étaient localisées ces modifications. Donc je ne vais pas aller dans le détail chimique, j'ai juste voulu vous montrer pour l'ARN messager où elles étaient présentes. Donc la modification que tout le monde connaît, ou la plupart des gens, parce qu'on l'a vu à la fac, c'est la cape. C'est ce qui protège l'extrémité 5' des ARN messagers. Donc ça, à vrai dire, ça c'est pas une nouveauté. Oui et non, parce qu'en fait maintenant, on s'est rendu compte qu'il existait plus d'une vingtaine de capes modifiées chimiquement, et il y en a probablement beaucoup plus, et on ne sait pas du tout à quoi ça sert, mais ça a probablement un rôle très important, outre la stabilité de l'ARN, pour la régulation de l'expression génique. Alors il y a différents types de modifications, elles ne sont pas présentes n'importe où. Donc là, pour l'ARN messager, vous avez la modification M1A, donc la M1A, c'est l'addition d'une méthionine en position 1 de l'adénosine, qui va être principalement présente au niveau du codon START, où la traduction va commencer. Pourquoi elle est là?
On ne sait pas. Mais en tout cas, elle n'est pas présente n'importe où. Ce qu'on connaît un petit peu mieux, c'est la modification M6A, qui est présente principalement en 3' unitaires. Donc c'est la modification qui est la plus étudiée à l'heure actuelle, parce qu'il y en a sur beaucoup d'ARN messagers, qu'on a les outils pour pouvoir la cartographier et l'étudier fonctionnellement. Donc il s'agit de cette modification. C'est l'adjonction d'une position, donc d'un groupement méthyle en position 6 de l'adénosine. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, outre ces modifications des bases, il y a également des modifications du ribose. Donc vous pouvez avoir par exemple une modification, l'adjonction d'une méthylation, une 2'-méthylation au niveau du ribose. Et ça donne donc une 2' au méthyladénosine. Et vous pouvez combiner ça. C'est pas tout. Donc vous pouvez avoir une double méthylation ici, avec une méthylation rajoutée en position 6, ce qui va vous donner la modification M6AM, dont je parlerai un petit peu plus tard. C'est une modification qui juxtapose la cape. Voilà. Donc il y a plein d'autres types de modifications, pas que des méthylations. Il y a des acétylations, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est assez complexe. Donc ces modifications, il y en a plus de 150, plus de 170 même, à l'heure actuelle, qui ont été identifiées dans tous les types d'organismes. Il y en a qui sont conservés, qu'on va trouver dans tous les règnes. Il y en a qui vont être plus spécifiques des prokaryotes ou des eucaryotes. On va les trouver sur l'ensemble des ARN, d'accord, à des positions clés. Pour les ARN de transfert, on va en trouver certaines qui vont être utilisées pour la structuration, mais également d'autres qui vont être présentes au niveau de l'anticodon, qui permet de lire et de décoder l'ARN messager. Donc je vous laisse imaginer que ces modifications vont pouvoir effectivement traduire de manière différente le même ARN messager suivant le type de modification présent. Donc je vous ai présenté l'ARN messager. Il y a également des modifications sur les micro-ARN. Les micro-ARN, on en a parlé un petit peu ce matin. Ces modifications sur les micro-ARN, je vais en parler 30 secondes, même pas. Ça a un rôle important, ça c'est quelque chose qui émerge, on sait que c'est modifié. Ce qui est assez bluffant, c'est qu'en fait ces modifications elles vont jouer sur les charges et jouer donc sur la liaison entre le micro-ARN et sa cible. Donc suivant la modification qui est ajoutée, le micro-ARN peut être présent, mais sera incapable de se fixer sur sa cible. Et ça, une fois de plus, c'est quelque chose qui sera invérifiable juste par séquençage. Au niveau des ribosomes, il y a également beaucoup de modifications qui sont présentes, également à des positions clés. Il y en a beaucoup qui sont optionnelles, c'est-à-dire qu'elles vont jouer un rôle sur la manière dont le ribosome va fonctionner. C'est toute une science en soi, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. On parle d'hétérogénéité ribosomique, donc il y a plusieurs types de ribosomes qui existent, notamment en raison de ces modifications de l'ARN. Mais ça, je ne vais pas en parler, c'est encore trop compliqué. Donc finalement, quel va être l'impact de ces modifications? Donc l'ARN, finalement, il y a deux choses qui vont jouer sur sa structure. Sa capacité à former un pontage entre deux bases, donc l'appariement, mais également la manière dont ces appariements vont être empilés les uns sur les autres. Et en fait, ces modifications vont jouer là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, l'adjonction d'une modification peut réduire donc l'efficacité de liaison entre deux bases, et donc réduire la stabilité de liaison de l'ARN à ce niveau-là. Ça peut également changer la manière dont l'ARN est empilé, ça peut favoriser l'empilement de l'ARN et donc le condenser un peu plus, donc ça va jouer vraiment un rôle sur la structuration. Les conséquences, je vous ai parlé des conséquences au niveau traductionnel, c'est qu'effectivement ça va jouer sur la manière dont les ARN de transfert vont pouvoir lire au niveau de l'anticodon le codon qui est associé sur l'ARN messager. Et donc ça va jouer également sur la stabilisation de l'ARN en soi, à savoir que si certaines modifications ne sont pas présentes ou sont enlevées, l'ARN peut être instable et immédiatement dégradé. Donc la demi-vie de l'ARN peut être en jeu. Donc ces modifications, en fait, elles vont intervenir dans toutes les étapes post-transcriptionnelles de l'expression des gènes, à savoir l'épissage. Donc il va même y avoir un crosstalk, d'ailleurs, avec le mécanisme de régulation transcriptionnelle. Certaines modifications vont conduire à un stockage des ARN messagers. L'ARN est transcrit, mais il est stocké en réserve en attendant d'être utilisé sciemment, par exemple en conditions de stress. Ça va également jouer sur la manière dont cet ARN messager est engagé et est traduit. Donc où est-ce qu'il est décodé par les ribosomes.
Et enfin, ça va jouer, comme je vous l'ai montré, sur sa stabilité et sa dégradation. Certaines modifications vont d'ailleurs pouvoir attirer les complexes de dégradation qui vont conduire à une dégradation immédiate de l'ARN cible. Donc, fonctionnellement, quelles vont être les conséquences ensuite sur les cellules et sur les tissus. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, toutes ces modifications vont jouer un rôle énorme, notamment au niveau de l'embryogénèse et du développement cellulaire. Elles vont jouer un rôle au niveau de la différenciation, enfin du maintien du phénotype souche, mais également dans la différenciation et le choix des linéages. À savoir qu'on a pu établir, en faisant des expériences très simples, qu'au cours de la différenciation des cellules à partir d'un progéniteur, on pouvait avoir une évolution de cet épitranscriptome et certaines modifications vont permettre d'établir un profilage, donc des profils qui vont être vraiment spécifiques à chaque étape de différenciation ou à un statut cellulaire. Donc je vous ai mis quelques références clés si vous voulez avoir plus de renseignements. Et moi, je m'intéresse, enfin mon équipe s'intéresse notamment au rôle des modifications d'ARN dans le cancer, et notamment dans leur capacité à coévoluer avec le cancer et à permettre aux cellules cancéreuses de s'adapter en temps réel justement à des contextes inhospitaliers, donc qui vont être dangereux pour la tumeur. Donc comment on fait ça? Alors la première chose qu'on a fait, parce qu'on n'avait pas grand-chose en France et notamment sur Montpellier, pour pouvoir étudier cette chimie de l'ARN, on a créé un consortium. Donc j'ai créé Consortium SMART, qui est un consortium avec différents types de laboratoires, des chimistes, bioinformaticiens. Il y a une plateforme de spectrométrie clinique du CHU et également des centres de recherche clinique. Donc il y a l'ICM et également le CHU qui sont impliqués. Donc ça a été financé par la région Occitanie et ça a été l'occasion de collaborer également avec des industriels. Et donc on continue, ces collaborations perdurent sur différents projets et ça nous a permis de mettre en place les technologies. Donc quelle est la stratégie? On part toujours d'une question clinique, donc on part de cohortes. En général, on travaille avec des cliniciens sur une question bien précise. On va travailler avec une cohorte bien précise pour répondre à cette question. Et la première chose que l'on va faire, c'est étudier donc, les tissus de cette cohorte par spectrométrie de masse et coupler cette spectrométrie de masse à de l'intelligence artificielle pour pouvoir établir des signatures d'intérêt pour le diagnostic, pour le suivi du patient et également des signatures pouvant révéler des modifications fonctionnellement impliquées dans la pathologie. Donc pour pouvoir faire ça, donc on a mis en place une plateforme un peu unique sur la spectrométrie de l'ARN au niveau clinique. Donc on a tout mis en place. On a établi des standards, on a même des inhibiteurs qui sont en cours de synthèse. Et on a développé tout un pipeline bioinformatique avec du machine learning. Et donc, en deuxième étape, une fois qu'on a identifié nos modifications d'intérêt, on réalise des études fonctionnelles pour pouvoir déterminer si les enzymes qui régulent ces modifications sont des cibles thérapeutiques potentielles. Si c'est exact, là on conçoit des inhibiteurs, donc on travaille sur des méthodes vraiment ciblées et réfléchies, donc ce n'est pas du screening, on essaie de développer des structures qui seraient spécifiques des enzymes en question, et pour pouvoir effectuer ensuite, pour pouvoir tester ces inhibiteurs in vitro puis in vivo. Donc ça, c'est la stratégie. Et là, maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'application. Donc, on va parler de la modification, donc cette méthylation en position 6, la N6-méthyladénosine, et c'est le travail de Sébastien Relier et Amandine Bastide dans l'équipe. Donc, on a travaillé dessus après un screen. Je ne vais pas vous en parler parce que déjà, je pense que je vais dépasser et je n'ai pas beaucoup de temps. Mais grosso modo, après un screen, on a trouvé que cette déméthylase, c'est une enzyme qui déméthyle l'ARN, était intéressante dans le cancer colorectal parce que son expression était souvent liée aux capacités souches. On a parlé de cellules souches cancéreuses ce matin et c'est exactement ça. En fait, sa régulation dépendait de l'état cellulaire et notamment de l'état souche des cellules cancéreuses. Donc on a trouvé que c'était très intéressant et qu'il y a probablement un rôle fonctionnel. Et cette FTO, cette déméthylase, elle déméthyle ARN messager et micro-ARN dans le noyau.
donc cette position. Et il y avait déjà pas mal de littérature comme quoi ça pouvait être important pour la STEMness. Donc on a voulu aller plus loin. On est parti d'IHC, donc on a regardé des cancers à différents stades. On a regardé au départ l'expression de FTO, on n'a vu absolument aucune différence. Mais par contre, on a vu quelque chose de très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte par rapport à un côlon normal que dès les stades les plus précoces, l'enzyme qui normalement est strictement nucléaire, en fait elle passait dans le cytoplasme. Donc ça, c'était pas prévu. Bon, on a continué et en fait, on s'est rendu compte en analysant par spectrométrie de masse que dans le cytoplasme, eh ben, au lieu de déméthyler un M6A, qui se trouve dans le 3' unitaire des ARN messagers, qui est présent dans la séquence, en fait, là, elle déméthyle une séquence un résidu bien précis, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en fait une double méthylation, qui est appelée M6AM, qui est adjacent à la cape. Donc là, sur le coup, elle avait un substrat qui différait suivant son contexte cellulaire. Ça aussi, c'est une notion importante, c'est que ces enzymes-là, elles sont régulées par un ensemble de cofacteurs et effectivement par l'accessibilité à leur substrat. L'ARN messager, la cape de l'ARN messager n'est pas accessible dans le noyau, mais elle devient dans le cytoplasme. C'est pour ça. Donc ça, c'était très intéressant. Donc on a continué. Et on s'est rendu compte qu'en fait, FTO était régulé par une mutation que beaucoup connaissent, qui est une mutation BRAF V600E, qui est une mutation à un mauvais pronostic dans le cancer colorectal. C'est une mutation qui induit une suractivation de cette voie. Et FTO, suite à cette suractivation, elle est dégradée par autophagie. Et cette dégradation, ça va induire une accumulation des ARN messagers porteurs de cette modification M6AM. Et effectivement, dans toutes les lignées qu'on avait, lorsque on regarde les lignées BRAF mutants, on a une diminution de 50 à 70% de FTO, mais ce qui n'est pas le cas pour les KRAS mutants et effectivement les lignées wild type. Donc ça, c'était très intéressant, notamment ce mécanisme. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'effectivement, au niveau fonctionnel, cette modification a un impact très sévère. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des lignées, et dans ces lignées, on a exprimé 50% de moins de FTO, exactement ce qu'on a dans des conditions cliniques, ce qu'on observe chez les patients. La lignée, à la base, elle est sensible à la chimiothérapie et elle est capable d'initier des tumeurs, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'extrêmement... Enfin, c'est pas une lignée très agressive. C'est une lignée issue de patients. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que lorsque l'on diminuait de 50% l'expression de FTO, alors que l'on avait une initiation tumorale raisonnable mais assez faible, là pour le coup, on avait, même avec seulement 100 cellules injectées en sous-cutané, on avait immédiatement prise de tumeur. Donc, et on avait une augmentation d'un facteur 8 de la prise tumorale. Donc les cellules devenaient beaucoup plus prônes à initier des tumeurs. Et ce qui est encore plus grave, c'est que toutes ces tumeurs-là, en fait, elles deviennent complètement résistantes au traitement FIRI qui est utilisé dans le traitement du cancer colorectal. Donc non seulement elles sont plus agressives pour initier, mais en plus elles deviennent résistantes. Alors que la lignée initiale, effectivement, on se rend compte qu'on peut stabiliser la croissance tumorale rien que par le traitement. Voilà. Donc ça, c'est une simple modification. Je tiens à préciser qu'on a fait le séquençage de ces cellules. Il n'y a aucune différence en termes de transcriptome entre ces deux lignées, mais une, effectivement, accumule M6AM et pas l'autre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour restaurer la sensibilité? Et c'est ce qu'on a essayé de regarder. On a ciblé PCIF1 par siRNA parce qu'on est en train d'essayer de trouver un inhibiteur, de développer un inhibiteur. PCIF1, en fait, c'est la méthylase. C'est ce qui met la méthylation dans le noyau. Et en fait, quand on inhibe PCIF1, on restaure effectivement un faible pourcentage de M6AM, donc on n'accumule plus et on restaure la sensibilité des cellules à la chimiothérapie. Donc ça montre qu'effectivement il y a un mécanisme qui passe vraiment par cette modification. Donc ce qu'on va faire effectivement, vous l'avez compris, c'est développer un inhibiteur pour cibler M6AM. Essayer de comprendre comment est contrôlé ce passage dans le cytoplasme, parce que c'est un mécanisme qui est complètement nouveau et qu'on ne comprend pas. Et surtout comprendre finalement comment ça marche, parce que le transcriptome ne bouge pas. Est-ce que c'est au niveau de la traduction qu'il va y avoir des changements? Donc on est également en train de travailler là-dessus. On a développé des outils pour regarder l'impact de ce type de choses au niveau traductionnel au codon près, ce qui s'appelle du riboséquençage. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous ai montré, c'est un peu une preuve de concept. Une modification, et une seule, est capable de faire la différence dans le cancer sur l'agressivité cellulaire.
Donc, quelle est un petit peu l'hypothèse derrière tout ça? C'est qu'en fait, au cours de l'évolution du cancer, il va y avoir également une évolution de l'épitranscriptome qui, en retour, va apporter des propriétés et des capacités aux cellules cancéreuses. Et donc, à partir de là, et je vous en ai parlé tout à l'heure, est-ce qu'on est capable de trouver donc des signatures? Donc ça, c'est l'aspect plus clinique. Et c'est le travail d'Amandine Amalric et d'Aurora Tina. C'est le projet EpiTransDiag. Et voilà, grosso modo, un petit peu le pipeline derrière tout ça. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on part d'échantillons cliniques, on récupère l'ARN total, on digère tout en tout petits morceaux. Donc là, il n'y a plus que les briques. Il n'y a plus du tout d'informations génétiques, il n'y a plus que les nucléosides. On passe tout ça en spectrométrie de masse, on analyse, et on passe en machine learning pour voir s'il y a des signatures qui vont nous permettre de répondre à la question clinique qu'on avait initialement. Donc la première question clinique à laquelle on a voulu répondre, c'est est-on capable, dans gliome-glioblastome, donc avec des grades 2, 3 et 4, est-on capable de séparer ces grades? Parce que anatomopathologiquement, ce n'est pas évident, surtout les 2 et 3. Est-ce que nous, on peut faire mieux et plus rapidement? Donc c'est ce qu'on a essayé. Et voilà ce qu'on a obtenu. Donc on a analysé 29 nucléosides, donc dont 25 modifiés, et les 4 bases classiques. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y en avait certaines qui augmentaient avec le grading de la maladie, et d'autres qui diminuaient avec le grading de la maladie. Et de manière rassurante, ce n'est pas le cas de toutes les modifications. Il y a des modifications qui sont extrêmement stables. Comme tissu contrôle, on a utilisé des angiomes, donc, ou des tissus qui n'étaient pas cancéreux, mais qui n'étaient pas non plus sains. Donc on a fait ce qu'on a pu. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ce qui est difficile à séparer en temps normal au niveau clinique, donc les grades 2, grade 3, en fait, au niveau épitranscriptomique, c'est assez clair, c'est complètement différent. Et sur une troisième dimension de la PCA, on est capable même de séparer les grades 4. Et avec une signature de 12 nucléosides, que l'on peut même réduire à 6, on obtient une prédiction du grade à 95%. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a un intérêt potentiel. Donc là, c'est un papier qui vient juste d'être assez accepté. Donc l'étape suivante, c'est de voir si on peut le valider avec beaucoup plus de patients, parce que ce n'est pas assez. Donc c'est ce sur quoi on travaille. Ce qui est très intéressant, c'est que ces modifications, elles sont relarguées. D'accord? Donc elles ne sont pas que dans la cellule, elles sont relarguées dans le sang, dans les urines pour être éliminées, parce qu'elles ne peuvent pas être recyclées. Donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'il y a des signatures sanguines? Donc ça, c'est un autre aspect sur lequel on travaille. Et effectivement, on retrouve ici, tout en bout de piste, M6AM, c'est bizarre. Donc forcément, ça justifie d'autant plus le développement de cet inhibiteur sur lequel nous travaillons. Et donc, juste pour vous donner un preview de ce sur quoi nous travaillons sur les signatures sanguines maintenant. Donc on fait pareil, mais sur le plasma. À l'heure actuelle, il nous faut 2 gouttes de sang, parce que on n'a pas besoin de beaucoup avec un mass spec, c'est très précis. Et on est parti sur une première cohorte, cette fois-ci une cohorte avec des patients dont atteints d'adénome, puis stade 1, 2, 3, 4, 47 patients, et on est parti sur 20 contrôles. Et la première question, une question toute simple qu'on a voulu poser, est-on capable de différencier les contrôles des patients qui avaient un début de cancer colorectal? Parce que dans le cancer colorectal, le nerf de la guerre, c'est la détection précoce. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avec une signature de 5 nucléosides, on pouvait détecter la présence du cancer, même à des stades précoces, avec 100% de spécificité. Et c'est assez simple. Enfin, là, vous voyez la séparation qui est très claire. Et donc l'idée maintenant, c'est d'essayer de faire encore mieux avec beaucoup plus de cohortes, avec beaucoup plus de patients, et peut-être essayer de voir si on peut même stratifier. Donc là, c'est encore un grade au-dessus. On va faire le tissu en parallèle pour voir même si on peut corréler tissu et sang. Donc ça, c'est ce sur quoi on travaille à l'heure actuelle. Donc détection précoce, le grade. Est-ce que ce qu'on obtient, cette signature est liée à l'inflammation? Donc on travaille également avec des cliniciens qui travaillent sur les maladies inflammatoires, maladies de Crohn, tout ça, pour voir si il y a un lien entre les deux. Et est-ce qu'on est capable d'avoir quelque chose de spécifique par rapport à d'autres cancers, comme le cancer du sein, le cancer du pancréas? C'est un autre aspect sur lequel nous travaillons. Et voilà. Et effectivement, en parallèle, on va faire les tissus, on va voir s'il y a une corrélation justement avec les statuts mutationnels. Et s'il y a une corrélation entre les statuts mutationnels et ce qu'on retrouve en circulant. Et donc voilà, donc pour conclure, il y a donc une coévolution entre le cancer et l'épitranscriptome. C'est intéressant parce qu'au final, cet épitranscriptome va directement agir sur l'expression des gènes
et va permettre aussi d'adapter à l'environnement. Donc là, je vous ai montré du cancer. On a plein d'autres projets sur du diabète, sur la maladie d'Alzheimer, sur des choses. L'épitranscriptome, c'est pas que le cancer. C'est impliqué dans beaucoup de pathologies. Et parallèlement, forcément, là, il y a forcément une nouvelle source potentielle de biomarqueurs, une source intéressante et de cibles thérapeutiques. Pourquoi? Parce que ces modifications, je vais le redire à nouveau, elles sont essentielles pour la plupart lors de l'embryogenèse, mais elles ne le sont plus à l'âge adulte pour la plupart. Donc il y a potentiellement des cibles intéressantes à creuser. Et je vais finir là-dessus, en espérant que je n'ai pas trop abusé. Et je voudrais juste remercier tous ceux qui ont, dans mon groupe, réalisé l'étude. Sébastien, Amandine en particulier, et Aurore Atina sur la partie CHU. Remercier l'équipe du LIRM, parce que là, finalement, on est un peu tout un consortium, on bosse tous ensemble, le LIRM, la PPC, les chimistes de l'IBMM. Et forcément, on bosse aussi main dans la main avec l'ICM et avec le CHU. Et voilà, tout ce que je vous ai présenté, c'est vraiment un travail de groupe, quoi. Donc merci à eux, merci aux financeurs, merci à la région, à l'INCa et au CIRIC Montpellier Cancer, aux boîtes, aux biotech qui nous accompagnent. Et merci à vous d'avoir eu la patience de m'écouter. Et je prendrai n'importe quelle question. Merci. Merci beaucoup, le timing est parfait. Le timing était parfait, c'était passionnant, encore un nouveau code, un nouveau champ de régulation. J'avais une question pour commencer sur la machinerie finalement. Tu as évoqué les writers et les erasers. Il y a des pathologies associées de prédisposition au cancer ou associées aux gènes qui codent ces complexes protéiques ou pas? C'est pas encore directement associé à l'initiation. Par contre, comme je vous ai montré, il y a des writers ou des erasers qui vont être associés on va dire, à l'agressivité de la maladie. Notamment dans les leucémies, tout ça, ils commencent déjà à développer, notamment contre le complexe de méthylation M6A. Ils commencent à développer des inhibiteurs. Il y a une boîte, la Storm Therapeutics, qui s'est montée. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est en train de... Tout le monde commence à se jeter sur ça et à essayer de développer des inhibiteurs. Ouais, merci beaucoup Alexandre, c'était super intéressant ta présentation. Moi j'avais une question mais qui est un peu borderline, hein, mais finalement les patients diabétiques, ouais. FTO, oui. Prédisposition, oui. Est-ce qu'on peut les screener avec le biomarqueur pour savoir s'ils vont avoir une surveillance particulière et qui risque de déclencher des cancers de manière un peu... cette population, la surveiller et adapter une surveillance, quoi. Finalement. J'ai pas l'impression qu'à l'heure actuelle, du moins j'ai pas vu, il y a des corrélations effectivement au niveau génétique entre FTO et le diabète, mais fonctionnellement, je vais rien sortir. Fonctionnellement. Donc là, à l'heure actuelle, on n'arrive pas à expliquer cette corrélation entre les deux, mais effectivement, s'il y a un lien fonctionnel, pourquoi pas. Ouais. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais deux questions à vous poser. La première, de combien de patients avez-vous besoin pour entraîner votre modèle de machine learning au minimum? Ça dépend des résultats aussi. C'est à quel point on arrive la séparation est bonne ou non. On a fait avec ce qu'on avait là dans un premier temps, ça a très bien marché. Donc on avait entre 45 et 60 patients pour l'autre étude, quelque chose comme ça. Mais donc ça c'était suffisant pour un premier jet. Mais par exemple pour le gliome, on voit clairement qu'il y a d'autres sous-clusters, mais on est incapable de les séparer parce qu'on n'a pas suffisamment de patients. Donc ça dépend aussi de la qualité qu'on attend in fine. Vraiment, est-ce qu'on veut une stratification très fine? Est-ce qu'il y aura des sous-groupes dedans qu'on attend? Et auquel cas, forcément, il en faudra carrément plus. Il faudra beaucoup plus de patients. D'accord, merci. La deuxième question, peut-être un petit peu naïve. Est-ce qu'il y a des marques épigénétiques de l'ARN qui vont identifier les ARN qui sont adressés aux P-bodies, par exemple? Vous avez parlé de la répartition nucléocytoplasme. Est-ce qu'on connaît des marques épigénétiques? Il y a déjà des papiers, effectivement. Je crois que c'est sur M6A notamment et dans certaines positions où il y a un lien entre la présence, je ne sais pas si dans les P-bodies ou dans les granules de stress, je ne me rappelle plus. Mais il y a un lien entre les deux, je crois que c'est P-bodies. Ouais. Il y a un lien entre effectivement méthylation de certains gènes à certains emplacements et leur stockage en fait. Ouais.
Et avec votre technique à vous, j'imagine, vous serez incapable c'est pas compliqué, il suffit simplement de purifier les complexes en question et après d'analyser en spectrométrie ce qui est modifié au niveau de l'ARN. Ok. Et puis voilà. Je tiens aussi juste à préciser, pour ceux que ça intéresse, on va établir dans l'année, les 2 ans à venir, on aura également toutes les modifications de l'ADN en spectro, histone et méthylation. Voilà. Et du coup, Alexandre, t'es intéressé à faire un petit projet maladie rare et sortir du cancer? Ah, mais moi, nous, on prend des projets. On a la chance d'avoir la force de frappe pour le moment de pouvoir lancer plusieurs projets. Oui, effectivement, de toute façon, on est ouvert. La plateforme est ouverte, c'est une plateforme. Hein. On travaille principalement sous forme collaborative, mais l'objectif, c'était de faire quelque chose d'ouvert à tout le monde, hein. Pas uniquement au cancer. Hein. Allez, Marie, on fait des plantes, hein, donc. Merci Alexandre. Moi j'ai une question. Est-ce que tu es capable d'associer certaines marques épigénétiques à certains transcrits ou certains ARN messagers? Est-ce qu'on peut les associer à des familles de gènes ou est-ce que c'est des profils globaux? Alors là, là, pour l'instant, on pèse la brique, le nucléoside, donc on est incapable de le positionner. Le séquençage permet, pour certaines modifications, de positionner. Ça dépend toujours des outils. Souvent, ça dépend des anticorps. C'est pas toujours très précis. C'est imparfait le séquençage, mais ça peut cartographier une partie. C'est pas du tout quantitatif. La spectro est très quantitative. On est super précis là-dessus. On peut purifier les différents types d'ARN, mais par contre, on peut pas positionner. Ce qu'on va faire, ce qui sera faisable d'ici 3-4 ans, parce que c'est un projet avec Agilent, on va essayer de séquencer les ARN de transfert. Et là, pour les ARN de transfert, positionner les modifications et séquencer précisément les bases. Être capable vraiment de les identifier. Là, oui. Mais pour les ARN messagers, il faudra du nanopore, je pense. Mais ça, si le temps que la technique... Ouais. Ah. Allez, merci beaucoup en tout cas, passionnant. Avec grand plaisir. Plein de choses à faire, tout un champ qui s'ouvre.